Nous commençons notre nouvel ensemble par le premier numéro de la revue 2.0.1, dont nous avons pu voir les autres numéros précédemment et dont nous rencontrerons sans tarder la dernière extension. La première apparition en novembre 2008 de cette revue qui s'approprie avec l'exactitude du scientifique, sûrement chercheur des formes historiques d'un livre de bibliothèque en fonction de la thématique abordée, s'intéresse tout d'abord par les bons soins des graphistes Charles Mazet et Colline Sunier à propos des sujets contraintes à la revue historique de droit français et étranger. Une revue typique d'administration autoritaire, contraignante et sourdement tragique. On est déjà, pour cette quatrième série des 19 et 20e années de la revue, soit les tristes années 1940 et 1941, en pleine révolution nationale du régime de Vichy, si humiliant pour le droit français, et si atroce pour celui des dits étrangers, étrangers de l'intérieur compris, soit les résistants, les ouvriers, les intellectuels, les syndicalistes, les communistes, les démocrates, les francs-maçons, les homosexuels, les anarchistes, les dits indigènes des colonies et bien sûr les tziganes et les juifs. Une revue réactionnaire toute surgie du XIXe siècle avec son mélange de didonnes et de mécanes, parfois de remuantes grotesques de titrage, sa débauche d'effets de graisse et de dessins inscrits dans une mise en forme tenue au rectangle d'empagement à la fois économique et réservant de confortables marges harmoniques d'Ancien Régime. Une revue qui ne cède à la frivolité de la couleur que pour un virginal et sanitaire bleu d'eau de couverture offset bouffante. Et pour le tampon administratif autoritaire en rouge de son emblème qui qualifiera manuellement chaque exemplaire par un emplacement toujours mais subtilement renouvelé. Une revue qui oblige à la violence dissimulatrice d'Ancien Régime économique de l'imprimerie, soit à l'ouverture par déchirure des cahiers patriotiques dits à la française. Cahiers offset ivoire bouffant, imprimés de noir normatif, non massicotés, dont il faut forcer la prédécoupe en pointillés de tête. Le deuxième opus de notre nouvelle collecte est aussi la suite d'une revue rencontrée précédemment. Il s'agit en l'occurrence des bulletins de la Serving Library qui poursuivent la revue Dot 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 après 20 numéros de loyaux services. Cette nouvelle forme suit l'affirmation de la ligne éditoriale artistique et linguistique, à la fois post-punk et post-art conceptuel, de Stuart Bailey et de Dexter Sinister, soit son association avec David Reinfurt, bientôt rejoint par sa nouvelle compagne Francesca Bertolotti Bailey, puis Vincenzo Latronico, enfin avec le départ du projet éditorial de Peter Bilac. Outre l'intérêt poursuivi d'une réflexion critique de la culture visuelle exigeante autour des problématiques d'écriture, de publication et de design graphique, les Bulletins of the Serving Library conservent certaines caractéristiques de Dot Dot Dot. La publication demeure biannuelle. Elle affiche toujours fièrement sa table des matières de manière visuelle sur sa couverture, désormais en 4e. Elle poursuit une politique graphique à la fois retenue et imprévisible, dépouillée et marquante, dédiée à la transmission des contenus sans transparence convenue de la forme. Elle reprend la suite d'articles brefs que souligne la dénomination de bulletin, d'étonnantes petites bulles, billets, petites balles, bellettes. On se rappellera que la deuxième décennie de Dot 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 avait été marquée par une aventure typographique menée avec Radim Peshko autour d'une typographie miroitante des revivals du canon de lecture plus ou moins renaissant, le MITIM, qui évoluait formellement de numéro en numéro. L'idée d'une morphogénèse comme solution de dépassement pourtant identitaire des habitudes logotypes peut-être commerciales se poursuit mais prend comme l'ensemble du projet une dimension numérique. Les contenus de la Serving Library sont en effet maintenant d'abord diffusés gratuitement sur la plateforme éditoriale en ligne de la revue sous forme de PDF. Puis ils sont réunis tous les 6 mois sous forme d'une collection, d'une archive et d'un périodique imprimé dans un format avantageux et une approche plus fortement thématique dont nous présentons ici le nouveau format annuel publié par la maison d'édition Roma. Un numéro publié en 2017 est consacré à la désobéissance civile et aux relations du pouvoir avec les industries culturelles. La MITIM a été désormais remplacée par la bien nommée Meta the Difference Between the Two Font, une fonte très digitale développée par Dexter Sinister à partir de la typographie logicielle Metafont de Donald Knuth de 1979, qui pouvait sans cesse changer de forme autour d'un squelette permanent à partir de variables numériques. L'objet normé et imposant, imprimé en quadrichromie économe sur papier bouffant et sous couverture souple, déploie son archive d'articles au contenu et aux expressions graphiques tenues et éclectiques.
Il finit sur le catalogue de la collection de la Serving Library, une collection matérielle itinérante de tirages ou d'objets plus ou moins originaux, reproduits dans les parutions du périodique et qui sont montrés ponctuellement dans des lieux de médiation de l'art et du graphisme contemporain. Encore une reprise, une suite, ou plutôt une traduction sur un mode digital dans le livre suivant. Mais il s'agit cette fois d'une forme d'hommage et de démonstration des conditions peut-être informationnelles de l'avènement du livre d'artiste des années 1960-70. Emma Swartz a en effet transposé, grâce au fameux outil en ligne de recherche par image de Google, le 5e et avant-dernier numéro de la série de livrets bien nommés « Voyeur » de Hans-Peter Feldman. Ces petits dos carrés collés, format A6 de facture bon marché entamé en 1994, proposent une galaxie d'images posées plutôt que composées, qui sont pour une part des photos personnelles de Feldman et pour une autre part des images extérieures, médiatiques ou anonymes, glanées dans les journaux ou des marchés d'occasion. Entre intime et divertissement, théâtre et documentaire, officiel et pris sur le vif, science et émotion, tout un fatras de différences et de récurrences de la vision photographique s'y télescope dans un montage des polysémies, des époques, des tonalités, des mondes. En reprenant méticuleusement en 2013 les compositions et en recherchant grâce aux moyens numériques en ligne des équivalents des images de l'édition de Feldman de 2011, Swartz a poursuivi la mise en abîme des effets de congruence et de différence du flux d'images et de sens. Elle a proposé un hommage aussi bien au travail de Feldman qu'à la puissance des algorithmes et des effets bien connus des collections d'images de Google, réalisées visuellement à partir d'une image, ou peut-être plus linguistiquement à partir d'un mot-clé. Parfois, l'érotisme académique du dos d'une femme nue a pu se transformer en tendre poignée de main, un rayonnement lumineux plus ou moins divin en sportive escalade de cascades gelées. Et l'on sent partout un esprit caustique de vernaculaire numérique 2.0 qui s'exprime emblématiquement dans la colorisation régressive de première de couverture du médiocratique Comics sans MS en couleurs primaires et secondaires. Dans le colophon, Emma Swartz remercie tous les photographes dont les images ont été utilisées dans le livre et tous ceux dont le travail inventif a permis la création de ce monde sur papier. Le livre suivant est un gros tome maison A4 imprimé en noir UV sur offset blanc mat à bois, qui peut parfois virer au bleu et qui s'ouvre de façon inquiétante et drôlatique par un générique en forme de flipbook archéologique de Thomas Mailänder. Il s'agit d'Angegrao, un anti-catalogue produit à l'occasion de la 25e édition du Festival de Chaumont, design graphique qui proposait, plutôt que de relayer les matières de l'événement, de demander à un panel de praticiens, de techniciens, de pédagogues, de théoriciens, de médiateurs, d'institutionnels internationaux du graphisme, de relayer un point de vue sur la discipline, son actualité, son histoire, ses perspectives. Comme une façon de dégager une dynamique alors qu'un cycle du festival s'achevait. Plutôt que de proposer une nouvelle liste de livres des livres à la mode conceptuelle, ses éditeurs et graphistes, Alexandre Baldue, Thierry Chancogne, Étienne Hervy et Olivier Lebrun, ont eu l'idée de ranger les matières diverses qui leur avaient été adressées, textes, images simples ou plurielles, entrevues, réimpressions, etc., à la façon du nouveau roman de l'écrivain Julio Cortázar, c'est-à-dire dans l'espace ludique d'une marelle, qui s'élance de la terre, finit dans les airs et comporte 10 chapitres qu'on peut parcourir dans tous les sens. Chaque chapitre débute par un cahier à forte trame typo décomposant un grand arrangement de matériaux notamment graphiques réalisé par Alex Baldue, Olivier Lebrun et photographié par Simone Cavadini et Hugo Denio. Comme un commentaire, une préface, une glose à la thématique abordée, la terre, le jeu, la pédagogie, le voyage, l'aventure. Au cœur de chaque étape de ce genre de générique qui rythme le livre, s'égrène un long mode d'emploi impertinent de David Horvitz expliquant comment voler des livres. La typographie reprend certains codes effacés et désuets de manuels scientifiques du milieu du XXe siècle, avec des typographies mécaniques monospaces, vaguement numériques, et des lignes qui n'en finissent pas. Parfois,
On rencontre sur les pages de curieuses micro-écritures en trolla qui sont aussi un emprunt aux façons littéraires de Julio Cortázar. Ces annotations, qui serpentent ou se disséminent de différentes manières sur les pages, sont des petits textes d'esprit littéraire écrits par Alex Badiou et Thierry Chancogne en écho aux matières présentées. Les pages bleues semblent vouloir souligner la respiration d'ailleurs décentré et ouvert. Les photographies sous-marines de Marie Luza, une bonne part des chapitres finaux consacrés aux fantômes et au ciel. Partout, on peut percevoir dans ce qui se veut plus un livre qu'un catalogue, les échos de cette volonté de penser le graphisme, la typographie et l'édition comme un travail d'inscription, de lecture et d'écriture. Nous continuons avec le dernier exemplaire de la série 2.0.1 qui se décale en ne fédérant pas, comme ses prédécesseurs, une suite d'articles réunis autour d'une thématique donnée, mais qui poursuit leur politique graphique appropriationniste en épousant les formes d'une édition en lien avec les questions abordées. CF est paru en 2010 à l'occasion de l'exposition de même nom organisée par François Aubard à la galerie Art et Essai de l'université Rennes 2, autour de plusieurs artistes, plus ou moins iconographes ou archivistes. Pierre-Olivier Arnaud, documentation Céline Duval, Aurélien Froment, Marc Geffriot, de Infinite Library. Ce qui constitue, comme le livre précédent, plus une publication associée à une exposition qu'un catalogue, reprend cette fois la maquette format A5, couverture dure sous couvrure de toile brune, intérieur couché brillant de main moyenne, du manuel d'imprimerie amsterdamois de 1968, de M.H. Groenendahl, Kleurenинkt, couleur et encre. Justement, la logistique d'impression de l'époque a pu tenter de séparer, pour des questions économiques et historiques, l'encre pensée fondamentalement noire du bloc d'ouvrage et la quadrichromie de reproductions photographiques hors texte, tirées à part sur papier spécial, découpées et contrecollées ou réservées sous pochette cristal pour l'installation manuelle du propriétaire de l'ouvrage, comme c'est le cas ici. CF est l'abréviation de l'ancien impératif latin confer, enjoignant le lecteur à conférer, c'est-à-dire à rapporter, à rapprocher un mot, un texte d'un autre mot, d'un autre texte. CF enjoint à l'intertexte, à l'entrevoir, soit à la logique de l'intervalle et de la focalisation d'un groupement. Il concerne des artistes maniant l'image dans un âge avancé de sa reproductibilité, favorisant les questions de série, de version, de taxinomie, de classification ou de catégorie. CF travaille les tensions dynamiques contraires de la disjonction et de la conjonction. Archéologie du médium, le démontage métaphorique, choisi par les graphistes, renvoie à une analyse manifeste des techniques d'impression du livre et à une esthétique participative de l'effort façon Panini, le lecteur étant invité à remettre lui-même les vignettes à leur place. Mais, effet de rétention un brin pervers et écart vis-à-vis de la source, les appels d'iconographie, fixant la reconstitution du puzzle, s'il figure dans l'imprimé, font défaut sur les images. Et c'est toute la belle logique du report, du rapport, qui se voit rouverte dans une esthétique fluctuante du choc et de l'apesanteur. Le dernier livre de notre nouveau plateau garni est un nouveau plus beau livre suisse. Cette fois, il s'agit de la sélection 2016, mise en forme en 2017 par Hubertus Design, soit Jonas Vögeli, Kerstin Landis, Romy Strasser, Scott van der Zee, Hoang Nguyen et Mathias Michel. Il s'agit toujours d'un grand format dos carré, cette fois reliure Otabind avec une couverture offset à rabat. Un grand format blanc qu'il faut regarder avec attention pour s'apercevoir qu'il est frappé, en estampage, souligné d'un vernis sélectif, d'un ensemble des phénomènes discrets susceptibles de se résoudre en un titre en première, la liste des lauréats et le numéro ISBN en quatrième. En première, encore un grand visuel forcément programmatique de texture feutre de papier visiblement agrandi, qui vient contraster, en creux et en apprêt de brillance avec la porosité mate du support de la couverture. On commence le bloc d'ouvrage avec une première section textuelle en multiclonage avec alinéa économique, linéal de fonction, marge et gouttière serrées sur coucher satiné. Le tout traité en toute légèreté et gris typographique moelleux, avec un sens du détail sensible, une qualité de perception qui s'exprime par exemple dans l'exclusif enrichissement textuel de soulignés pointillés. Puis s'engage la partie iconographique dite examination sur papier offset bouffant. Et effectivement, chaque dimension matérielle des livres lauréats va y être examinée
comme dans une expérience comparative minutieuse et systématique, une collection de matérialité, une œuvre scientifique de poétique concrète. De très près, on va regarder les textures de couverture en les rangeant dans des tableaux d'une mosaïque multicolore régulière d'effets d'encre plus ou moins baveuses, plus ou moins transparentes, plus ou moins profondément imprimées sur des supports plus ou moins serrés, plus ou moins régulièrement structurés, plus ou moins opaques, dans toute une diversité de résultantes de couleurs. En microphotographie, on va scruter, bien rangés dans les trames orthonormées, des échantillons de brillance, de surface, les granularités de trames, les textures de papier, les valeurs et les animations de grilles typographiques. Presque au microscope, on va révéler les organismes ligneux de cellulose, les réactions folliculaires, les échanges d'informations des pellicules d'encre et les agencements fibreux, les pores, les membranes, les nuages des superpositions de trames colorées. De très loin, on va considérer l'amalgame coloré des chemins de fer, les textures des blocs textes, les détails des visuels, des typographies, des quadrichromies, des couvrures et des pliures de reliure, des aplats de couleurs. Les éléments constitutifs du livre, les lignes de texte, les apostrophes, les points, mais encore les dos, les tranches de tête, de pied, les reliures, les piqûres, les plis, et jusqu'au filet ou au logotype des partenaires, vont soudain gagner comme une vie autonome en se rangeant dans des alignements de recollement analytique. Puis on finira sur une nouvelle section d'extraits de textes sur bouffant, enfin sur une collection d'images des livres recomposés en négatifs de matrices originelles sur coucher brillant de production.